Ils n'avaient là pas d'électricité, ni de supermarché, ni de plan d'urgence. Et pourtant, les paysans médiévaux ont survécu aux guerres, aux maladies, aux hivers brutaux et à la fin, sans dépendre de personne. Ils y sont parvenus avec des méthodes si simples et si ingénieuses qu'elles fonctionnent encore aujourd'hui. Tandis que le monde moderne devient de plus en plus fragile, beaucoup de ces anciennes stratégies refont surface parmi ceux qui se préparent au pire. Colons, survivalistes et familles qui veulent vivre sans dépendre du système. Parce que lorsque tout échoue, la seule technologie qui importe est celle qui a déjà prouvé son efficacité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le manuel de survie oublié qui a maintenu en vie des générations entières. Comment ils chauffaient leur maison sans bois de chauffage, collectaient l'eau sans outils, cuisinaient avec presque rien et soignaient les maladies sans pharmacie. Ce n'était pas de la préparation, c'était leur mode de vie. Et aujourd'hui, cela pourrait aussi être le vôtre. Pour un paysan médiéval, l'eau ne venait pas d'un robinet, elle venait du ciel. Et chaque goutte était de l'or. Sans pompe, sans tuyaux, ni système moderne. Ils ont développé des moyens ingénieux de collecter et de conserver l'eau de pluie. Et ils l'ont si bien fait que beaucoup de ces idées sont de nouveau utilisées aujourd'hui. Tout commençait par le toit. Les maisons aux toits de chaume ou de bois incliné ne servaient pas seulement d'abri, elles étaient des collecteurs. Chaque fois qu'il pleuvait, des gouttières en bois creux ou en argile dirigeaient l'eau vers des barils ou des jarres. Mais ils ne la buvaient pas directement. Sur les orifices d'entrée, ils placèrent de la mousse, de grandes feuilles ou des chiffons de lin pour filtrer les impuretés. Dans certains cas, ils jetaient du charbon au fond du récipient, non pas pour le goût, mais parce qu'il absorbait les toxines et maintenait l'eau plus propre. Dans les zones froides, l'eau était stockée sous terre dans des puits recouverts d'argile ou de cire. Là, elle restait sombre, fraîche et exempte d'algues ou de bactéries. Les paysans savaient, même sans connaître la microbiologie, que l'eau stagnante au soleil pourrit, mais que l'eau enterrée se conserve. Et quand il cessait de pleuvoir, on ne paniquait pas, on rationnait. L'eau n'était pas seulement pour boire, elle servait aussi à cuisiner, à faire tremper les céréales, à laver et même à fermenter. Celle qui restait sale, l'eau grise, était réutilisée pour ameublir la terre ou nettoyer les outils. Dans les communautés sans rivière ni puits, la collecte de la pluie était une affaire sérieuse. Les villages étaient conçus pour que tout le ruissellement de l'eau aille vers des réservoirs communs. Les voisins se relayaient pour puiser de l'eau et prenaient en soin les uns des autres, car quand elle se raréfiait, personne ne pouvait survivre seul. Et cela générait quelque chose de plus fort que n'importe quelle infrastructure. L'interdépendance, un système où partager n'était pas de la charité, c'était une stratégie de vie. Aujourd'hui, ceux qui vivent hors réseau ou dans des zones isolées reviennent à la même chose. Toits inclinés, filtration naturelle, stockage souterrain et système par gravité. Cela ressemble à de la technologie moderne, mais les paysans l'avaient déjà résolu des siècles auparavant. Sans plastique, sans pompes électriques, sans excuses, juste avec de l'ingéniosité et une compréhension claire de ce que signifie dépendre de la nature. Quand l'hiver arrivait, le bois de chauffage n'était pas une garantie. Il fallait le couper, le sécher, le transporter et le rationner. C'est pourquoi les paysans ont appris à chauffer leur foyer sans dépendre du feu constant. Ils ne cherchaient pas à générer plus de chaleur. Ils cherchaient à conserver celle qu'ils avaient déjà. La stratégie était simple, isoler et se regrouper. Les familles dormaient ensemble dans une seule pièce, parfois même avec les animaux qui aidaient à maintenir l'ambiance chaude. Les lits partagés n'étaient pas du confort, c'était de la tactique. Des matelas de paille épaisse isolèrent du froid du sol. Des couches de laine, de lin et de peau créaient des poches d'air qui emprisonnaient la chaleur corporelle. Et ces mêmes couvertures étaient utilisées de jour comme vêtements.
Tout avait une double fonction. Dans les régions particulièrement froides, les maisons étaient partiellement creusées dans les flancs de collines ou sous terre. La terre agissait comme un isolant naturel, fraîche en été, chaude en hiver, sans un seul tronc allumé. Les murs étaient remplis de boue et de paille. Les fenêtres étaient petites, couvertes de parchemin huilé ou de vessie d'animal pour couper le vent. Les portes étaient scellées avec des nattes de jonc. Chaque recoin était exploité pour éviter les courants d'air. Et quand le feu était effectivement utilisé, il l'était avec précision. On chauffait de grosses pierres dans le foyer, puis on les enveloppait dans des linges et on les plaçait dans les lits. La chaleur résiduelle durait des heures, sans fumée, sans dépense de bois supplémentaire. Parfois, au lieu de chauffer toute la maison, on ne chauffait que le lit, et cela fonctionnait. Dans les petits villages, plusieurs familles se réunissaient dans une seule structure pendant les nuits les plus froides. Non par coutume, mais par efficacité. Moins de feu, plus de corps, moins de chaleur perdue. Aujourd'hui, les concepteurs de maisons passives, les architectes écologiques et les survivalistes redécouvrent ces mêmes idées. Maisons semi-enterrées, sol thermique, chauffage partagé. Parce que lorsque le combustible se raréfie, la chaleur ne dépend pas d'une flamme. Elle dépend de la manière dont vous la conservez. Et en cela, les paysans savaient exactement ce qu'ils faisaient. En temps de pénurie, dépenser du bois de chauffage pour chaque repas était un luxe que peu pouvaient se permettre. C'est pourquoi les paysans médiévaux ont appris à cuisiner avec le minimum et à tirer le maximum de chaque étincelle. L'un de leurs plus grands alliés était le four en terre, une structure simple en forme de dôme faite d'argile et de paille. Il s'allumait avec très peu de bois et, une fois chaud, retenait la chaleur pendant des heures. D'abord, on cuisait le pain lorsque la température était la plus élevée. Ensuite, on y mettait des ragoûts et des bouillies qui cuisaient lentement tandis que la chaleur baissait. À la fin, avec le four encore tiède, on séchait des herbes, des fruits ou même du bois de chauffage humide. Rien n'était gaspillé. Mais tout le monde n'avait pas son propre four. Dans de nombreux villages, la cuisine était communautaire. Les villageois se réunissaient autour d'un foyer partagé. Ils unissaient leurs ingrédients, partageaient le bois de chauffage et cuisinaient en grande quantité. Moins de fumée, moins de feu, plus de nourriture. Pour ceux qui n'avaient ni four ni foyer partagé, il y avait une autre solution, le trou thermique. On chauffait des pierres au feu, on les plaçait à l'intérieur d'un trou dans la terre et on posait la marmite dessus. Ensuite, tout était scellé avec des feuilles, de la terre ou de la boue et on laissait cuire pendant des heures, voire toute la nuit. Racines dures, grains secs, viande fibreuse, tout s'attendrissait lentement sans avoir besoin de surveiller une flamme. Les soupes et les ragoûts étaient à la base du régime paysan. Non seulement parce qu'ils étaient nutritifs, mais parce qu'ils pouvaient être réchauffés plusieurs fois, en ajoutant plus d'ingrédients à chaque ébullition. Une seule marmite pouvait durer des jours. Cuisiner n'était pas une question de rapidité ni de confort. C'était une question d'efficacité, de prévision et de coopération. Aujourd'hui, beaucoup de ces techniques refont surface. Poêle roquette, cuiseur solaire, four à inertie thermique, tous inspirés des mêmes principes que les paysans ont découverts par nécessité. Parce que dans une crise, ce qui compte n'est pas combien vous avez, mais combien vous savez faire avec presque rien. Et en cela, les paysans étaient d'authentiques maîtres. Les paysans ne vivaient pas seulement de ce qu'ils semaient. Ils mangeaient aussi ce qu'ils savaient trouver. La cueillette d'aliments sauvages n'était pas une ressource d'urgence. C'était une compétence quotidienne, héritée, pratiquée et perfectionnée à chaque saison. Près de leur maison poussèrent des orties, des pissenlits, du mouron des oiseaux, de l'oseille, de l'ail des ours. Et chaque plante avait un usage spécifique. L'ortie, une fois bouillie, était riche en fer et en vitamine C. L'oseille apportait une saveur citrique et des antioxydants. L'ail des ours combattait les infections. Le pissenlit était utilisé en entier, racines, feuilles et fleurs, pour des toniques, des soupes, des tisanes, des salades. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de la connaissance pure. Mais il ne suffisait pas de savoir quoi manger, il fallait aussi savoir quand. Beaucoup de plantes n'étaient sûres qu'au printemps. D'autres, si elles étaient recueillies tard, devenaient amères ou toxiques.
Les champignons étaient particulièrement délicats. Beaucoup de paysans les évitaient complètement, sauf ceux qui recevaient une formation directe d'herboriste. Les enfants n'apprenaient pas avec des livres. Ils apprenaient en marchant aux côtés de leurs parents, en touchant, en sentant, en cueillant. C'était une éducation pratique, constante et vitale. Ils apprenaient aussi à les préparer. Certaines racines étaient bouillies plusieurs fois pour éliminer les toxines. D'autres étaient séchées et conservées pour l'hiver. Tout avait son moment et sa manière d'être traité. Quand les récoltes échouaient, la terre offrait encore de la nourriture, mais seulement pour ceux qui savaient la lire. Aujourd'hui, cette compétence refait surface. Glanage urbain, cours de plantes comestibles, herboristerie régénérative. Mais pour les paysans, ce n'était pas un hobby, c'était leur assurance-vie. Dans un monde où les étagères des supermarchés peuvent se vider en quelques heures, savoir ce qui pousse sous vos pieds peut valoir plus que n'importe quelle conserve. Et cette sagesse, enfouie pendant des siècles, est encore vivante, attendant d'être recueillie à nouveau. Sans réfrigérateur, ni électricité, ni plastique, les paysans médiévaux devaient penser à l'hiver dès l'été. Car s'ils ne conservèrent pas bien la nourriture, ils la perdaient. Et s'ils la perdaient, ils ne mangeaient pas. C'est pourquoi ils ont développé un ensemble de méthodes qui fonctionnent encore aujourd'hui. L'une des plus courantes était le salage. La viande et le poisson étaient recouverts de couches épaisses de sel qui extrayaient l'humidité et empêchaient la prolifération des bactéries. Ensuite, on les suspendait à des poutres ou on les enterrait dans des récipients en terre ou en bois. Ainsi, ils pouvaient même durer des mois, voire plus. Le séchage était tout aussi vital. Les herbes, les fruits et les fines tranches de viande étaient suspendus près du feu ou dans des zones bien ventilées. La chaleur douce et l'air sec faisaient le reste. Les légumineuses et les haricots étaient séchés au soleil, stockés dans des sacs en tissu ou des jarres en céramique et cuits lorsqu'il ne restait plus rien de frais. Dans les régions froides, les paysans enterraient les aliments dans la neige ou les enveloppèrent dans de la cendre. Cela isolait, privait d'oxygène et arrêtait le processus de décomposition. Les légumes racines, comme les navets ou les carottes, étaient conservés dans des caves fraîches, recouverts de paille ou de sable. Ainsi, ils conservaient leur humidité sans pourrir. Les céréales, cœur du régime paysan, étaient stockées dans des fosses souterraines revêtues de chaux ou d'argile. C'étaient des silos simples, mais très efficaces. Ils protégeaient de l'eau, des rongeurs et des parasites. Le fromage était affiné jusqu'à durcir pour résister à la moisissure. Les légumes étaient conservés au vinaigre et les fruits dans du miel. Tout était pensé à long terme. Même lorsqu'un aliment changeait de couleur ou d'odeur, le paysan ne le jetait pas. Il l'examinait, le sentait, le goûtait et décidait. Parce que gaspiller de la nourriture n'était pas seulement une erreur, c'était une menace directe à sa survie. Aujourd'hui, des techniques comme la fermentation, le salage, la déshydratation ou le stockage en cave font leur retour. Les survivalistes et les adeptes de l'autosuffisance les utilisent non par nostalgie, mais parce qu'elles fonctionnent. La technologie moderne ne les a pas surpassés, elle les a seulement oubliés. Et lorsque le réseau électrique tombe en panne ou que les approvisionnements sont interrompus, ces techniques simples, silencieuses et ancestrales continuent de faire leur travail. C'est ainsi qu'ils ont survécu et c'est ainsi que nous pourrions peut-être le refaire. Quand la maladie arrivait, il n'y avait pas d'ambulance, ni d'hôpitaux, ni de médecins à portée de main. Les paysans médiévaux ne couraient pas chercher de l'aide car ils savaient que personne ne viendrait. Alors, ils recouraient à ce qu'ils avaient. Des plantes, de l'expérience et la sagesse accumulée par des générations. L'ail était l'un des antibiotiques naturels les plus courants. On l'utilisait cru, en infusion ou en cataplasme pour combattre les infections. Le miel, aux propriétés antimicrobiennes, était appliqué sur les plaies pour prévenir le pus et accélérer la cicatrisation.
Ils mâchaient de l'écorce de saule, riche en salicine, pour calmer la douleur et la fièvre, des siècles avant l'existence de l'aspirine. Le vinaigre servait de désinfectant. On l'utilisait sur les plaies, les oreilles, la gorge, et on le mélangeait avec des herbes pour créer des toniques plus puissants. Des oignons en tranches étaient placés sur la plante des pieds ou enveloppés autour des bras et des jambes pour extraire la maladie. Et on fabriquait des onguents avec de la consoude, de l'armoise ou du plantain pour traiter les brûlures, les entorses et les coups. Tout cela n'était pas de la superstition, c'était de la pratique. Cela fonctionnait suffisamment pour devenir une coutume. Les femmes, surtout les plus âgées, étaient les gardiennes de ce savoir. Elles étaient herboristes, guérisseuses, sages-femmes. Elles avaient des jardins de plantes médicinales et savaient exactement quelle infusion préparer pour chaque affection. Quand la médecine ne suffisait pas, le rituel entrait en jeu. Prières, chants, gestes symboliques, non par magie, mais par nécessité émotionnelle. Parce que quand on ne peut pas contrôler le corps, on a parfois aussi besoin de prendre soin de l'esprit. En période difficile, même les ferments aidaient. La choucroute primitive, par exemple, prévenait le scorbut grâce à sa teneur en vitamine C, et certains pains moisis étaient appliqués sur des plaies ouvertes. Un usage primitif qui rappelle la découverte ultérieure de la pénicilline. Aujourd'hui, beaucoup de ces ingrédients comme l'ail, le miel, le vinaigre ou le saule sont de nouveau utilisés. Et non comme alternative à la médecine moderne, mais comme outil de base pour ceux qui choisissent de vivre loin du système. Pour les paysans, ce n'étaient pas des remèdes de bonne femme, c'étaient les seuls remèdes. Et ils les utilisaient non avec désespoir, mais avec un mélange de sagesse, de foi et de dignité. Les paysans médiévaux n'avaient ni épée ni château. Ils ne pouvaient pas non plus payer de garde ni s'entraîner au combat. Mais cela ne les laissait pas sans défense. Quand le danger arrivait, que ce soit un bandit, un seigneur féodal ou un groupe de pillards, ils répondaient avec ce qu'ils savaient faire de mieux, s'adapter. Une de leurs premières barrières était les haies vives. Ils plantaient des arbustes épineux comme l'aubépine, la ronce ou le prunellier aux abords de leur terrain. Avec le temps, ils formaient des murs naturels presque impossibles à franchir sans bruit ni blessure. Ils utilisaient aussi le terrain à leur avantage. Les maisons étaient construites sur des zones élevées ou avec des accès en zigzag, obligeant les attaquants à avancer plus lentement et à s'exposer. Les outils agricoles se transformaient en armes improvisées, pelles, faucilles, gourdins. Tout servait s'il fallait défendre le foyer. Les fenêtres étaient petites et hautes, difficiles à franchir. Les portes renforcées avec des poutres ou des clous, et de nombreuses maisons avaient un orifice au-dessus de l'entrée pour verser de l'eau bouillante, de la cendre chaude ou même de la soupe. Mais la défense n'était pas seulement physique, elle était communautaire. Les petits villages organisaient des tours de garde. Si quelque chose d'étrange se produisait, on sonnait du cor, une cloche, ou on allumait un signal de fumée. Et tous répondaient. Chaque personne avait une fonction. Les plus forts affrontaient, les plus agiles aidaient à fuir avec les enfants. Les anciens donnaient l'alerte. Ils pratiquaient même la dissuasion psychologique. Crânes d'animaux suspendus, chiens aux aboiements forts, signaux de défense exagérés, n'importe quoi pour faire douter l'ennemi. En temps de siège, on creusait des tunnels d'évasion, on gardait des pierres sur les toits et on cachait des routes vers la forêt. Aujourd'hui, quand nous pensons à la défense, nous pensons à la technologie. Mais les paysans comptaient sur quelque chose de beaucoup plus simple. Le terrain, la créativité et l'unité. Parce que la meilleure façon de protéger un foyer était de se protéger ensemble. Vous pouvez résister au froid, vous pouvez supporter la faim, mais qu'est-ce qui vous maintient debout quand vous sentez que tout s'effondre autour de vous? Pour les paysans médiévaux, la survie n'était pas seulement physique, elle était mentale. Et cette force se construisait avec quelque chose que beaucoup sous-estiment aujourd'hui. Le sens, les rituels et la communauté. Quand les récoltes échouaient, quand la peste ou la guerre arrivait, ils ne réagissaient pas seulement avec des outils. Ils répondaient avec des symboles. Ils célébraient les solstices, les changements de saison, les récoltes et la fin de l'année. Ce n'était pas seulement la tradition, c'était une manière de se rappeler que le temps continuait,
que l'hiver ne durerait pas éternellement et que la douleur avait sa place dans le cycle de la vie. Les histoires étaient aussi un remède. Les anciens racontaient des mythes et des légendes où les difficultés étaient des épreuves et la survie une forme d'honneur. Cela donnait une perspective et transformait la souffrance en quelque chose de plus que du chaos. La religion jouait également un rôle fondamental. Que ce soit le christianisme, des croyances locales ou un mélange des deux, le monde était compris comme un paysage moral, où agir avec justice, aider son voisin ou prendre soin de la terre avait un sens. Quand quelqu'un tombait malade, il ne recevait pas seulement un onguent, mais aussi une prière, un geste, un chant, et cela, même lorsque cela ne guérissait pas le corps, soutenait l'âme. Aujourd'hui, la psychologie le confirme. Le sens, la connexion humaine et les petits rituels sont essentiels à la résilience dans toute crise. Les paysans n'avaient pas de mots comme santé mentale ou gestion émotionnelle, mais sans le savoir, ils la cultivaient chaque jour. Parce que lorsque tout le reste échouait, croire en quelque chose, le partager avec d'autres et comprendre sa place dans le monde, c'est ce qui vous faisait continuer à avancer. Les paysans ne se préparaient pas. Ils vivaient prêts. Ils n'avaient pas de plan B, seulement de l'ingéniosité, de la pratique et une communauté. Et tandis qu'aujourd'hui nous comptons sur une technologie qui tombe en panne, eux comptaient sur des compétences qui perdurent. Peut-être ne revivrons-nous pas comme eux, mais si leur exemple nous enseigne quelque chose, c'est ceci. L'autosuffisance n'appartient pas au passé, elle appartient à l'avenir. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci et dites-nous, quelle habitude ancienne vaut la peine d'être récupérée aujourd'hui ?